Vous avez cité des chiffres au départ, en particulier le volume de la mégabassine, 850 millions de mètres cubes. Est-ce que ce chiffre est lié à la capacité de la nappe phréatique ou de la fleur ou du fleuve, ou est-ce que c'est lié aux besoins des végétaux qui ont besoin d'être irrigués? Autrement dit, ma question c'est, est-ce qu'on a pu chiffrer, par exemple, un plant de maïs, combien doit bouffer d'eau, un plant de patate, combien doit bouffer d'eau? Parce que ça n'était pas du tout dans le discours. Or, c'est un point scientifique majeur. Ma deuxième petite question, j'ai entendu parler, moi je suis de la moyenne vallée de l'Hérault, que dans ce secteur-là, il va être mis en place aussi des machins de rétention. Or, c'est le relief karstique, etc. Où on en est, et pour quelle culture? Moi je pense à la vigne en particulier, etc. Troisième question, je n'ai pas très bien compris le rapport entre les intrants, les pesticides, etc., et le fait de créer des méga-bassines. Là, je n'ai pas très bien pigé le rapport. Oui, voilà. Juste pour faire un cours. Je vais commencer par la dernière, c'est plus simple. L'enjeu du bon état, je ne sais pas si c'est parce qu'en fait, comme il y en a 4, peut-être voilà, il faut pas avoir les 4 allumés en même temps. En fait, c'est que pour l'atteinte du bon état, les intrants de synthèse posent énormément de problèmes. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, du coup, c'est pas du tout lié à une question quantitative, c'est une question qualitative. Et donc, du coup, on troque la qualité contre de la quantité. Ou on troque, à l'inverse, plutôt, la quantité. On donne aux agriculteurs la quantité dont ils souhaitent. En échange, ils jouent sur la qualité. C'est vraiment un deal. Il n'y a pas de lien de causalité entre l'un et l'autre. Le seul lien de causalité qu'on peut faire, c'est que si jamais vous baissez la ressource, mais que vous mettez autant d'intrants dedans, il va y avoir poser des problèmes de concentration, ça augmente l'effet, ça fait baisser l'effet de dilution, et du coup, ça fait, voilà. Mais il y a un vrai problème, par exemple, dans le Poitou-Charentes, il y a, je ne sais pas combien, des dizaines de captages qui sont fermés à cause des nitrates et des pesticides. Des captages d'eau potable. Et ça, c'est directement dû à l'agriculture qui est faite au-dessus. Et donc c'est ça, c'est un type. Sur la question de la taille de ces méga-bassines, c'est justement très compliqué. C'est la COP 79 de l'eau qui les a dimensionnés. Et c'est avec les chambres d'agriculture. Donc c'est plutôt en fonction de... À la base, ça a été fait en fonction des besoins des agriculteurs estimés, évalués, en fonction de leur accordement, etc. C'est très dur d'avoir accès à toutes ces données-là. En fait, voilà, c'est un peu fermé, on n'arrive pas à les trouver. Il y a Mediapart qui a réussi à récupérer un dossier qui a fuité. Dans Libération, on a réussi aussi à avoir des données de la Chambre d'agriculture sur l'IFT, donc sur les intrants. Mais ce n'est pas des données qui sont si facilement accessibles que ça. Et c'est après, dans la négociation, notamment par le BRGM, par la justice et les associations environnementales, qu'on revoit à la baisse certains ouvrages. Mais à la base, ils sont dimensionnés plutôt pour l'agriculture. Je ne pourrais pas vous dire si c'est au mètre cube près ou aux dizaines de milliers de mètres cubes. Et alors la question du milieu, c'était pour l'Hérault, j'ai envoyé dans les... Ah oui, pour l'Hérault. Alors vraiment, moi ce que j'ai vu, je me suis un peu renseigné, mais je ne suis pas spécialiste de l'Hérault. Donc, vraiment, je ne veux pas commencer à vous faire le spécialiste. J'ai vu qu'apparemment c'était pour les filles. C'est surtout ça. Le gros débat, il ne se situe pas vraiment sur l'alimentation des animaux ou trucs comme ça, même s'il y a un peu de maïs. Il ne faut pas non plus se cacher. Là, c'est surtout pour avoir des vignes. Apparemment, le conflit qu'il y a entre les différents corps de vignerons, c'est ceux qui vont plutôt favoriser à nouveau de l'export, du quantitatif. Et donc, du coup, effectivement, il n'y a rien de mieux d'irriguer la vigne pour avoir ces exportations quantitatives. Ça permet aussi de préserver une certaine mortalité, qui, on peut la considérer comme inhérente, on peut considérer que c'est une perte. Chaque fois, c'est des considérations. L'autre point que moi j'ai vu par des agronomes, et notamment des agroclimatologues, c'est de dire est-ce que l'adaptation au changement climatique, elle doit vraiment se faire de cette manière-là? C'est-à-dire que, du coup, est-ce qu'on ne doit pas faire moins de vignes, tout simplement, quitte à mieux gérer l'eau, en fait. Et donc ça pose à la fois à nouveau cette question de l'exportation quantitative, puisque visiblement c'est surtout ça qui est en jeu. Mais c'est tout ce que j'ai vu, moi je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas étudié particulièrement. J'ai essayé de contacter l'UMRGO et CEMAGREF, enfin INRAE maintenant, pour ces questions-là, mais je n'ai pas eu de réponse de leur part. Comme je vous le dis, en fait c'est compliqué, hein, quand on a des sujets qui sont très chauds comme ça, il y a beaucoup de scientifiques qui préfèrent tenir leur langue. J'aurais peut-être pas dû leur dire que c'était pour des conférences publiques. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Voilà, exactement. Alors, une autre question. Clément, je suis agriculteur, militant écolo, petite surface, etc. Je suis vachement impliqué dans beaucoup de projets citoyens de conservation dans le coin.
très concerné par ça. À la suite de votre exposé, je me positionnerai plutôt pour les mégabassines, ça risque de vous choquer. Ça me choque pas. Rien qui me choque, ne vous inquiétez pas. En fait, ma question c'est, en gros, j'ai l'impression que si l'usage est bien fait des mégabassines, en fait, on n'a plus d'arguments contre l'outil en tant que tel, si ce n'est le paradoxe de Gémont, là où l'usage entraîne surconsommation d'eau et après sécheresse. Et ça aussi, ça peut être contrôlé. Donc, je voudrais avoir ton retour là-dessus. Très clairement, l'ouvrage en lui-même, il peut être considéré entre guillemets par les scientifiques assez. Je ne vais pas dire que c'est majoritaire parce que c'est pas vrai. Il y a une partie des scientifiques qui considèrent que ça peut être un mal pour un bien. Artificialiser la gestion de l'eau, historiquement, on a un vrai retour maintenant, c'est pas bien. Voilà, on le sait, ça pose des problèmes ensuite de circulation de l'eau. Dans les territoires qui ont le plus aménagé, c'est là où on va avoir dans le monde, hein, c'est là où on va avoir le plus de sécheresse. C'est là où on va avoir le plus de moments problématiques d'un point de vue hydrologique. Maintenant, comme je disais, vous savez, c'est un peu comme vous avez une femme enceinte qui fume comme un pompier. Vous voyez le principe? Et que le médecin lui dit, c'est mieux que vous fumiez 1 ou 2 cigarettes par jour, mais que vous ne vous infligiez pas le stress que vous êtes en train de vivre, même si les cigarettes, c'est mauvais pour la santé. Pourquoi il dit ça, le médecin? C'est parce qu'il sait très bien que c'est une question aussi de quantité. Il y a un problème d'addiction, il y a un problème de trucs, il y a tout un tas de choses, etc. Et donc du coup, c'est un peu la même chose pour les rivières. C'est additif. Ça pose plein de problèmes. Si on les multiplie, va y avoir un cancer de l'environnement, entre guillemets. Mais dans certaines circonstances très particulières, on peut effectivement envisager un système codépendant. C'est-à-dire, on fait des... Mais vraiment, ce qui se passe, c'est que si jamais vous changez d'agriculture, en fait, si jamais il y a un vrai changement d'agriculture, on s'aperçoit très vite qu'il y a plein d'alternatives à des méga-bassines. Vraiment, je finis, c'est pas sur le stockage de l'eau hivernale. Le stockage hivernal, ça peut tout à fait se faire. Hein. La méga-bassine, c'est vraiment un ouvrage très particulier, complètement très surdimensionné, qui ne va servir qu'à des surexploitations. Des petits ouvrages de rétention, et puis surtout s'ils sont co-gérés avec d'autres usages. C'est-à-dire que si jamais, il n'y a pas que les agriculteurs et les agricultrices en gros qui ont la main dessus et qui vont gérer de leur manière leur truc. Mais ça peut être des très bons outils de cogestion de l'eau, justement. Ça peut être fédérateur de tout un tas de choses. On peut les penser, les envisager dans un plan de territoire. Il y a plein de plans de territoire qui pensent au stockage de l'eau. Ça peut être de l'eau pluviale, ça peut être de ruissellement, ça peut être tout un tas de choses. Voilà, donc c'est juste, attention, il ne faut pas croire que, en gros, dès qu'on aura réglé ces problèmes-là, il n'y aura plus de risque. Le risque, il sera toujours permanent, stocké, c'est comme fumer. Alors, oui, sur le plan de la gestion politique, moi je m'étais posé une question. Finalement, là, on a une structure qui déjà est en partie privée. Est-ce qu'on peut éventuellement comparer la structure qui a été mise en place par rapport à ce qui était mis en place pour les structures d'irrigation précédentes? Je pense par exemple au Barrone. Au Barrone. Ah, oui. Le Barrone. Non, mais le Barrone, je suppose, était un organisme public, d'utilité publique, et je ne pense pas qu'on ait eu de problème politique. Comme je ne suis pas spécialiste de ce sujet-là en particulier, je ne peux pas répondre. Alors moi, vraiment, je réponds pas sur les trucs que je ne sais pas. Par contre, de manière générale, d'après ce que je vois, c'est que oui, dès qu'il y a des gestions publiques, il y a généralement moins de conflits. C'est moins conflictuel, et surtout, dès qu'il y a de la co-gestion, c'est moins conflictuel. À partir du moment où on prend en compte, quand ça devient conflictuel, et que ça fait une explosion du conflit, c'est un peu l'étape du dessus. C'est-à-dire que si jamais on commence à sentir qu'il y a un détournement du phénomène de cogestion et de la gestion publique à des fins privées, c'est ça qui fait exploser le truc. C'est qu'en gros, qu'on fasse des choses privées et que c'est officiellement privé, bon, il y a des conflits, mais ça va. On fasse des choses publiques qui gèrent le public, ça peut y avoir des problèmes politiques, mais ça va. Mais utiliser le public à des fins privées, c'est quelque chose qui va très vite faire péter les bouchons dans ces interfaces. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. On a, il y a une zone atelier Seine, une zone atelier du CNRS. Donc moi, j'ai travaillé avec la zone atelier Seine du CNRS. Il y a une zone atelier Val-de-Sèvres. Vincent Bretagnol, qui en est à la tête, a vraiment insisté pour être dans le protocole jusqu'au bout du bout.
vraiment, il a cherché à tout prix à mettre un certain nombre de cautions, d'informations, etc., etc. Et il a dit à la fois qu'il y avait eu des améliorations, mais à la fois que les blocages politiques ont pulvérisé le truc à la fin, et que ça devenait très dur de garder la position, même au sein de l'organisme public. Alors, moi j'ai apprécié la fin de l'exposé, le débat sciences-société, le débat sur le modèle agricole, dans lequel évidemment les bassines font partie de la chose. J'ai beaucoup apprécié le début de l'exposé qui décrit la problématique, son histoire, l'organisation autour de tout ça, la science et tout. Mais j'avoue, j'ai pas apprécié la deuxième partie dans laquelle vous remettez en cause la science d'une manière, à mon avis, pas complotiste, mais presque, dans lequel vous allez chercher des témoignages de scientifiques qui sont probablement marginaux eux-mêmes dans leur propre structure, dans lequel vous sortez Mediapart, des articles de journaux, etc., dans lequel vous évoquez quand même le papier de l'Académie d'agriculture, mais sur un seul aspect, alors que ce papier de l'Académie d'agriculture traite en gros tous les arguments que vous sortez sur les niveaux piézométriques, sur est-ce que l'eau elle va à la mer ou est-ce qu'elle ne va pas à la mer, etc. C'est tout ça, et l'Académie d'agriculture n'est pas susceptible de vouloir enfumer la société, etc. Donc, j'ai pas compris enfin bon, sauf si vous êtes un militant, vous y croyez, etc., et ça je comprends, mais là je trouve qu'il faudrait faire la première partie dans votre exposé, le papier de l'Académie d'agriculture, et puis la fin, c'est-à-dire le débat sur la société, etc. Parce que sur le reste, franchement, je trouve que vraiment c'est bidon. D'accord. Alors, je me demande de quel côté est le pied. Bon. Voilà, Jésus, la poudre, la paille, tout ça. Alors, sur ce papier de l'agriculture, sachez que deux des co-autrices, Agnès Ducharme et Gabrielle Boulot, sont des scientifiques que je connais personnellement. Donc, du coup, j'échange avec elles. Sachez qu'ils ne sont pas tous d'accord. Par exemple, Gabrielle Boulot, très vite, elle a dit attention, il y a des parties, par exemple, il y a des possibilités d'avoir des engagements sur la qualité. Même si, encore une fois, il n'y en a aucune trace de ces engagements sur la qualité. C'est-à-dire que c'est vraiment un pari qui est fait. Agnès Ducharme, on va pouvoir discuter avec elle, donc qui a également co-signé avec l'Académie d'agriculture, pour elle, on devrait tout arrêter. Tous ces trucs-là, on devrait arrêter. C'est vraiment, ça n'a aucun sens d'un point de vue hydrologique. Donc, il ne faut pas considérer à un seul instant qu'il y a une espèce de consensus complet et total qui va être mis, y compris dans ce type de papier. Ce type de papier, il est le résultat de compromis, en fait, entre des positions. Et on le voit, moi, tous les arguments que j'ai mis, ils ont été détaillés dans cet article-là, dans ce grand rapport de 32 pages. Et il y a aussi tous les arguments qui sont en tout-passé. Ils ont été plutôt bien équilibrés et jugés au regard de pas mal de choses. Et moi, de la lecture que j'en fais, et d'ailleurs, la conclusion, elle s'intitule, la dernière partie, la conclusion, elle s'intitule « Recommandations pour d'éventuelles constructions de bassines ». C'est des recommandations qui sont très, entre guillemets. Elles ne sont pas du tout faites, genre, pour les prochaines bassines, etc. Il n'y a pas de validation particulière, et c'est l'Académie de l'agriculture. Encore une fois, l'Académie de l'agriculture, c'est une structure scientifique dans laquelle on va trouver des pros ou des contre. La science et les scientifiques, contrairement à une idée reçue, la science, c'est pas, vous voyez, une ligne très claire entre les faits et les opinions, vous allez voir, on sait faire. Non. Surtout dans des sujets comme celui-là, même les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur le dosage, etc. Ce sur quoi ils sont d'accord, c'est les phénomènes que j'ai décrits, c'est-à-dire les phénomènes cumulatifs qui amènent des boucles sécheresse. Florence Abetz, c'est considéré aujourd'hui comme une référence en termes d'hydrogéologie. Elle a donné son positionnement, mais elle a aussi publié énormément de choses sur ce sujet-là. Donc, bon, moi j'essaie effectivement, alors je ne vais pas vous dire que moi j'ai pas de biais. On a tous des biais. Moi j'ai bossé pendant 6 ans pour un programme qui fait de l'environnement sur le bassin de la Seine, et j'étais parfaitement honnête avec vous. Avec l'agence de Océan-Normandie, sur le bassin de la Seine, tous ces ouvrages-là, c'est niet. C'est considéré comme des maladaptations au changement climatique. Dès qu'on change de bassin, si j'avais fait toutes mes 6 dernières années dans un bassin qui n'avait pas eu cette politique-là, j'aurais peut-être un point de vue différent. Par
contre, bibliographie, source, tout est étayé. J'ai essayé justement le plus possible d'aller dans l'honnêteté et la transparence. Moi, je fais partie aussi d'une école de pensée dans la vulgarisation scientifique qui pense que rien n'est jamais neutre dans la vulgarisation scientifique, dans la médiation scientifique, dans la transmission d'informations. Je fais partie de cette école-là. Donc du coup, forcément, je suis les préceptes de cette école. Il y a d'autres écoles. On pourrait parler de philosophie des sciences pendant des heures, mais je pense que c'est pas le sujet. Merci beaucoup parce que c'est un exposé très complet et très simple parce que j'ai tout compris. Alors, je suis ni agriculteur, ni partie prenante, ni écologiste, ni encarté, mais je crois que je n'opposerai pas les scientifiques pour et les scientifiques contre, les agriculteurs pour et les agriculteurs contre. Je crois que le problème, il est, comme vous l'avez dit très bien, essentiellement politique, et chaque fois qu'on veut décaler un problème politique, on décale la question, c'est-à-dire qu'on parle de l'eau, mais on va s'opposer à quelqu'un qui a décidé autre chose. Le vrai biais, à mon sens, il est là. Le deuxième, c'est, si on veut motiver les gens, c'est dire que, comme souvent en France, il y a un problème de distribution de l'argent public, et que le conflit d'intérêts se renouvelle tellement souvent dans les histoires politiques françaises que c'est presque anormal de ne pas en parler. Et là, financer 12 agriculteurs par l'argent public, il y a vraiment un problème, même si ça nécessite, si ces agriculteurs fournissent l'alimentation de la population, ils la fournissent la plupart du temps par des chaînes de distribution qui sont intéressées au problème et qui vont, par du lobbying, influencer les décisions politiques et la chaîne va se fermer. Donc le problème, il est plus vu de l'extérieur par quelqu'un qui n'y connaît rien, plus politique que scientifique. Les scientifiques, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne. Et ils le font bien en général. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je trouve que, effectivement, sur la partie scientifique, pour le dire, bon, moi je suis d'accord, je pense que c'est un problème politique et je pense qu'on n'en ressortira que par des solutions politiques. Ça ne sert à rien de se tourner vers la science pour trouver des solutions. Il y a vraiment... les scientifiques, en fait, ils vont être mobilisés, et aussi ils ont des affects, aussi ils ont des choses, mais ils ont une objectivation. Ils travaillent avec des systèmes de méthodologie qui vont chercher à objectiver. Ils répondent à des questions, ils vont être sollicités. Les scientifiques, ils font à la fois du technosolutionnisme quand on leur demande, ils font du transitionnisme socio-technique quand on leur demande, et puis quand on leur laisse suffisamment de liberté, ils font un peu des deux. Ensuite, c'est le politique qui choisit, et le politique, j'ai envie de dire, c'est nous tous. C'est pas juste le politique tel qu'il est envisagé aujourd'hui. Mais pour vous donner une très très bonne illustration de ces trucs politiques, il y a un conflit actuellement sur la gestion de l'eau potable dans l'agglomération parisienne entre les deux traiteurs d'eau historiques, Eau de Paris, qui est une régie publique exclusivement pour la mairie, et le CEDIF, qui est un syndicat qui va gérer toute la couronne, qui est en accord avec Veolia. À tel point, on appelle ça le VEDIF. Deux politiques de l'eau un peu différentes, deux manières d'envisager le rapport aux sciences différentes. Pourtant, les deux sont partenaires, à peu près au même niveau du programme pour lequel j'ai travaillé. Du coup, j'ai pu échanger avec les deux sur leur position. Et bien, pour assurer la qualité de l'eau potable, face aux problèmes de pesticides, de nitrates, etc., la politique d'Eau de Paris, c'est de ne pas investir dans des nouveaux systèmes de traitement. Considérant que le système de traitement qu'on a est suffisamment bien dimensionné, ce qu'il faut, c'est arrêter à la source la pollution. Et du coup, ils vont financer, avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, la conversion en bio des agriculteurs qui sont au-dessus de leurs aires de captage. Ils sont dans la politique de la préservation d'aires de captage. Le CEDIF, qui pompe principalement en rivière et qui est donc très sujet aux pollutions diffuses qui vont arriver régulièrement du fait des régularités inhérentes au système agricole, il m'a dit, très sincèrement, moi, les ateliers de médiation avec les agriculteurs pour les faire passer en bio, j'en ai fait il y a 25 ans, ils ont toujours pas passé en bio, et à un moment, on doit mettre en conformité. Du coup, on investit dans des nouvelles membranes ultra technologiques, nanométriques, qui vont permettre d'aller gérer les métabolites jusqu'au 0 milligramme près, 0,01 milligramme près de machin. Et cet investissement, il coûte presque 900 millions d'euros. C'est deux politiques différentes. Mais dans les deux cas, à la fin, in fine, vous allez avoir de l'eau traitée conforme, en fait. Et donc, du coup, vous avez vraiment là l'illustration parfaite du technosolutionnisme et du transitionnisme socio-technique. Et là, on se met à s'exprimer politiquement, plus scientifiquement, politiquement, quel est le système qui nous convient le mieux, celui sur lequel on veut investir. Parce que la conversion bio, ça demande beaucoup d'investissements et de subventions. Développer des nanotechnologies pour filtrer l'eau, ça demande beaucoup d'investissements et de subventions.
Excusez-moi. Ce que tu as décrit sur le fait que l'offre suscite à son tour une demande, ça c'est bien connu, c'est l'effet rebond. On connaît ça en économie, hein. On fait des moteurs qui consomment moins, donc on roule davantage, etc. etc. Donc ça c'est vraiment un truc classique, et moi ça paraît être un argument tout à fait pertinent. Par contre, alors j'ai une question très précise qui relève plutôt du technosolutionnisme, sur la question de l'évaporation, qui est controversée, tu l'as rappelé, on lit ça dans les articles, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, bon, ça semble pour le béotien, ça semble être un vrai problème. Tu mets de l'eau dans la nappe à l'air libre, elle va forcément s'évaporer, surtout à l'été. Alors est-ce qu'il n'y a pas des... Moi il m'est venu en t'écoutant quelque chose qui pourrait peut-être être une solution, je ne sais rien, mais c'est le fait de recouvrir les nappes par des panneaux solaires. On voit ça si vous prenez l'autoroute des Alpes, entre Marseille et les Hautes-Alpes. À droite, là, dans tous les étangs qui ont été créés par la construction de l'autoroute, il y en a au moins un qui est entièrement recouvert de panneaux solaires. C'est génial. On produit de l'électricité solaire et en plus on évite l'évaporation. Est-ce que c'est une solution qui a été envisagée quelque part? Question. Alors il y a plein de technosolutions qui sont envisagées pour justement stopper l'évaporation ou limiter l'évaporation des volcans. Aux États-Unis, ils ont même fait des expérimentations où ils ont des ballons flottants qui vont recouvrir en fait leur réservoir, et effectivement ça limite beaucoup l'évaporation. L'évaporation et l'évapotranspiration, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes parce que c'est très difficile à évaluer. Vraiment, ça va dépendre, les formules qui sont utilisées, formules de Penman, etc., sont des formules qui vont donner des grands cadres théoriques, et puis dès qu'on va regarder avec les bassines ce qui se passe, on va s'apercevoir qu'il n'est pas pareil, il y a des petites variations, qu'avec un vent un petit peu plus contraire, ça va changer l'évaporation, avec un ensoleillement. Et puis le changement climatique, ça va tendance à augmenter l'évaporation. Il y a un consensus général des hydrologues, c'est que la meilleure eau pour limiter l'évaporation, c'est celle qui est dans les nappes, et que c'est celle-là qu'il faut préserver. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi de l'eau dans les sols qui s'évapore, il y a aussi de l'eau qui est évapotranspirée par les végétaux. Et donc du coup, tout ça, c'est des systèmes qui sont très difficiles à évaluer. Et du coup, c'est pour ça que moi, personnellement, vous noterez que je n'ai pas trop insisté sur cet argument. Je trouve que c'est un argument casse-gueule, des deux côtés, en fait. Je trouve que vraiment, cette question de l'évaporation, on est au début de ce qu'on sait, de ce qu'on peut véritablement documenter. Il y a encore une thèse qui est sortie il n'y a pas très longtemps à l'université d'Orléans sur la comparaison entre l'évapotranspiration d'une forêt et un plan d'eau, l'évaporation d'un plan d'eau. Et avec leur formule empirique, ils en arrivent à la conclusion qu'il y a plus de pertes en eau à cause d'une forêt qu'à cause d'un plan d'eau. Ce qui quand même pose des petits problèmes d'ordre de cadrage méthodologique. On se dit c'est quand même étrange d'arriver à ce type de conclusion. Alors si c'est vrai, ça ne veut pas dire que les plans d'eau sont mieux que les forêts, hein, mais est-ce que c'est vrai? Et bien tout de suite, il y a eu des contre-argumentaires scientifiques qui sont arrivés en disant non, c'est pas si simple que ça, il y a des problèmes de modélisation, il y a des problèmes de prise en compte de scie, il y a des problèmes d'abattement, il y a des problèmes de machin, etc. C'est très compliqué. Oui, peut-être qu'en couvrant des réserves, c'est possible. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'après, il faut y accéder à ces panneaux. Et que quand on a fait une grosse bassine, etc., bah ensuite... Flottant. Voilà. Flottant, oui, ils sont reliés. Hein, donc, oui, c'est ça, il faudrait trouver des mécaniques technosolutionnistes. C'est possible, honnêtement, j'en sais. Voilà. Gilles. Oui, alors d'abord, je vous remercie beaucoup parce que j'étais venu ce matin, mais j'ai absolument voulu venir écouter parce que j'y comprends rien, c'est méga bassine. Vous comprenez mieux maintenant. Oui et non, oui et non. Alors, je vais vous donner ma position par rapport à ces histoires-là. Parce qu'on n'a pas besoin d'être expert de ce genre de sujet. Vous allez donner des arguments pour, contre, et l'équilibre est impossible à trouver si on n'est pas soi-même connaisseur du sujet. Même quand on est connaisseur. C'est le domaine. Hein. Moi, je bosse en médecine, c'est mon domaine, les recherches médicales scientifiques. Les gens disent des grosses conneries, c'est exactement les mêmes situations. On a des problèmes de techno-solutionnisme avec le transhumanisme. On va créer des problèmes, mais c'est le progrès qui réglera les problèmes, etc. Donc là, il y a des positions philosophiques, politiques, tout ce qu'on veut. Alors moi, avant de venir ici, j'étais pro-mégabassine. Arrêtons d'arrêter le progrès. J'étais encore plus après la première petite exposé. Après la deuxième, j'étais anti-mégabassine. Et c'est là que je me dis que le problème, c'est quand on n'est pas compétent du tout, on doit déléguer son opinion à quelqu'un, à des gens en qui on a confiance. On dire, moi je ne sais pas, je ne saurais pas, il y a du pour, il y a du contre. Je vais déléguer. À qui vais-je déléguer? À qui vais-je avoir confiance? Et M. Devant avait tout à fait raison quand il disait aussi c'était tel ou tel scientifique,
peut complètement manipuler quand on fait une présentation, même avec des allures extrêmement objectives, et en utilisant, en choisissant, en mettant le phase, dans l'histoire des forêts par rapport à l'évaporation, tout ça, vous pouvez le dire ou ne pas le dire. Hein, et suivant la façon dont vous allez le dire, vous allez complètement renverser l'opinion qui va se forger. Et quand vous êtes... vous avez besoin de vous forger une posture, ne serait-ce parce que vous allez peut-être un jour avoir à voter en tant que citoyen, et qu'il faudra que vous vous positionnez par rapport à ça, vous êtes bien embêté. Alors là, ce qui fait que aujourd'hui, si je devais décider méga-bassine ou pas, je n'aurais aucune idée de la bonne décision, mais il y a une chose quand même qui m'a intéressé dans ce cas du Clément, qui est là, qu'on connaît bien, c'est qu'il a dit, mais on peut contrôler un certain nombre de choses. Et très souvent, la question, c'est les contrôles. Si c'est les préfets qui décident du pompage, bah, les préfets, c'est l'État. Il peut y avoir une politique claire, solide, ferme, et on peut arriver à mettre tout un ensemble de moyens de surveillance et les faire respecter. Parce que la solution est peut-être là, quand même, de faire ce genre de projet avec tout ce qui permet de répondre à toutes les objections. C'est peut-être plus compliqué, mais au moins, pourquoi pas. Après, il y a le côté des gens qui s'accaparent tout ça, il y a le côté un peu plus libéral, propriété privée, les petits par rapport au grand, tout ça. Bon, après, là on est dans la politique, là c'est compliqué. Donc, moi, je suis complètement perplexe, ça, je vais vous dire. C'est normal, parce que ma présentation, elle est là pour apporter justement ce degré de complexité, pour faire comprendre que c'est pas aussi simple que parfois ce qu'on peut lire, ou de positions très arrêtées, qui vont généralement pencher d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est le but. C'est de se dire, en fait, les argumentaires, ils sont solides, ils s'inscrivent dans des raisonnements qui sont légitimes. Il faut accepter cette légitimité-là. Et encore une fois, moi, c'est mon école, et c'est l'école maintenant de beaucoup de scientifiques, en tout cas, c'est ce qu'on a vu au Pirensen, le programme dans lequel j'ai travaillé, c'est que la vérité brute, factuelle des sciences, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui est du domaine de la construction. Et donc du coup, cette construction, quand elle a autant de pression, quand elle a autant de conflits potentiels, quand elle met autant d'acteurs en jeu, le mieux c'est quand même de la co-construire. C'est-à-dire de mettre justement tout le monde sur les... Je pense que c'est pour ça que les scientifiques, là pour le coup, ils étaient tous très consensuels sur le fait que l'idée de faire un protocole d'accord où on mettait tout le monde autour de la table et où vraiment on essayait de répartir les usages et on fait émerger par la délibération collective des choses communes et consensuelles. C'est un peu ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat, si vous voulez, le même principe. Et ben, c'est plutôt des choses à favoriser. Il faut favoriser ce type de choses. Ça va permettre de diminuer les conflits. Tout le monde n'aura pas raison partout, tout le temps. Il y a des moments où on fera des concessions, hein, des deux côtés du spectre. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on avance vers des conflits avec moins d'usages, des usages avec moins de conflits. Donc voilà, est-ce que pour compte les bagasines, moi personnellement, ma position après avoir beaucoup enquêté, beaucoup vu avec des scientifiques, vu un petit peu les dosages chez les scientifiques aussi, la quantité de... Moi j'ai des scientifiques qui étaient ulcérés par ce type d'aménagement, complètement. Hein. D'autres qui étaient, non, peut-être que, etc. Et d'autres qui voulaient juste pas me répondre. Donc c'est pas facile de faire un truc. Maintenant j'ai vu personne, j'ai vu aucun scientifique qui était vraiment pro-bassine de manière... on va dire enchanté et enjoué. Méga-bassine, c'est spécifique. On pompe dans une nappe pour la mettre dans une bassine. C'est pas la même chose que des petites réserves de stockage pluviales, par exemple, qui peuvent être mises par des agriculteurs. On a bien compris ça et on a beaucoup appris là-dessus parce que j'ignorais tous ces trucs-là. Mais les conférences de consensus, c'est essentiel d'avoir des consensus. Hein. On a eu la Convention citoyenne pour la fin de vie, il n'y a pas longtemps. Mais ça ne met pas toujours les gens d'accord. Et le risque dans ces conférences de consensus, qu'on adore en médecine, n'est-ce pas, Jean-Marc, c'est essentiel. Mais le risque, c'est de ne pas prendre vraiment de décision. C'est d'avoir toujours des trucs qui sont tout mous, intermédiaires, et ça enlève un certain courage de décision. C'est un peu la limite. Oui, bah, moi c'est la critique que je ferais typiquement sur le rapport de l'Académie de l'agriculture qui est sorti en novembre. Il y a le côté un peu... Maintenant par le bas, on dit on fait rien. Il y a à boire et à manger dedans. On met des moratoires. Il n'y a que à boire. Voilà. Bon, quand on a très soif, on pense... Voilà. Ah non, je vais vous le dire. Je le diffuserai. Ah mais il est là, hein. Il y a une autre personne qui peut prendre la parole encore. Christian et... Pascal. Après, sur la Convention citoyenne, il y a eu des choses quand même ambitieuses qui sont sorties. Hein. C'était pas... Christian, Pascal, il y a d'autres personnes qui peuvent prendre le prénom là-bas. Le prénom.
Pas compris. Paul. Paul. Comme le sein. Il y en a eu beaucoup des seins, non? 1, 2, 3. Non, ça y est, ça marche, parce que c'est en interférence avec ça. Ah, d'accord. Je voulais juste poser une question intermédiaire qui suite à celle de Gilles. Est-ce que vous avez créé des mini-bassines, pourquoi pas, qui répondraient aux petites exploitations, comme des bourriches comme on utilise ici pour l'incendie, qui sont fermées et qui éviteraient des opérations qui pourraient être mises sur tout le territoire? Alors, moi, j'ai rien fait du tout, parce que moi, je suis médiateur scientifique. Le programme avec lequel je travaillais, c'était des scientifiques, donc ils n'ont rien mis en place. Par contre, il y a plein d'outils de cogestion, et il ne faut pas... C'est ce que je mettais dans ma conclusion, c'est qu'il ne faut pas disqualifier un ouvrage de stockage par principe. Jamais. Oui, non, mais pas réserver une grosse bassine pour 12 personnes, mais des petites bassines par-ci à droite qui répondent aux petits agriculteurs. Et oui, après, ça dépend de la taille de votre exploitation, parce que quand vous avez 200 hectares, grosse bassine, quoi. Merci beaucoup d'abord pour cet exposé que j'ai trouvé personnellement très nuancé et très complet tout à la fois. Alors moi je vais poser une question un petit peu différente. Vous avez lié votre question des méga-bassines avec l'opposition entre le modèle productiviste et le modèle écologiste. Vous avez parlé à un autre moment de la PAC, la politique agricole commune, et donc je voudrais situer le problème au niveau européen et au niveau de la concurrence que se livrent les systèmes agricoles nationaux. L'entrée prochaine, non disons future, de l'Ukraine dans l'Union européenne, je voudrais savoir comment se définit votre question par rapport à cette entrée future. C'est une très très bonne question. En l'occurrence, Christiane Lambert l'avait souligné à un moment à juste titre dans un des médias, c'est qu'il y a des pays en fait où ils ont accès à ce type de ressources, à ce type de mécanisme, à ce type de levier productiviste, et ils sont en concurrence directe. Il y en a en Roumanie par exemple, notamment sur l'élevage ou sur la ils sont en concurrence directe avec l'agriculture française qui a, elle, beaucoup plus de normes, beaucoup plus de choses, etc. C'est un vrai problème de la PAC. Il y a un énorme angle mort qui est dénoncé, mais alors là, de manière assez collégiale, sur ce truc-là. Le problème, c'est que tout le monde ne veut pas le résoudre de la même manière. C'est politique aussi. C'est politique aussi. Il y a ceux qui disent, du coup, en fait, c'est aussi une idéologie, dans le sens où, si jamais on est plus sur un système de marché, en se disant que le marché régule mieux les choses que le collectif et la réglementation, alors on va avoir tendance à dire la bonne solution, c'est surtout d'abaisser le niveau de réglementation au système le plus bas, en tout cas celui sur lequel on va tous se mettre d'accord au plus bas. On nivelle par le bas le système de réglementation, comme ça on est tous concurrents à peu près au même niveau. Bon, après il y a l'idée que ça ne va jamais s'arrêter, parce qu'avec les systèmes de libre-échange, c'est pas que à l'intérieur de l'Europe qu'on est en compétition, beaucoup d'agriculteurs vous diront, avec des productions qui ne sont pas du tout européennes et qui sont encore moins réglementées. Donc du coup c'est un peu le truc qui ne s'arrête jamais. L'autre côté, c'est de dire, alors c'est pour ça qu'il y a eu l'initiative Farm to Fork, notamment en Europe, qui est de donner un nouveau guide de la PAC, qui est plutôt l'autonomie alimentaire et la souveraineté, et de limiter le plus possible la pression sur le milieu. Et dans ce cas-là, il n'y a plus le choix, il faut mettre un protectionnisme à l'entrée de l'Europe pour pouvoir mettre en place ce système-là. Et il y a des scientifiques, les scientifiques avec lesquels j'ai travaillé, JBN, Garni, etc., qui ont fait des scénarios, justement, de la méga région européenne pour savoir si on pouvait avoir un système autonome, durable, agroécologique qui fonctionne. Et en fait, oui, c'est totalement possible. Et d'ailleurs, à l'INRAE, sont de plus en plus en train de faire des scénarios zéro pesticide, sortie de pesticides, sortie de tout un tas de trucs, etc. Et ils vont identifier tout un tas de leviers. Et parmi ces leviers, il y a une réforme de la PAC. Vraiment, je pense qu'elle est inévitable. Et à chaque fois qu'on se retrouve, en fait, la confrontation, je pense, de la prochaine décennie sur l'agriculture en Europe, elle va se faire à ce niveau-là. Voilà. Donc je suis assez d'accord. Voilà. Sur l'Ukraine, je pense que ça va être un peu la même chose que pour la Roumanie, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des problèmes de réglementation vers le bas. La personne suivante, Pascal. Juste pour revenir sur l'ETP, en fait, une forêt, c'est pas très étonnant dans le sens où elle présente énormément de plus de surface qu'un plan d'eau. La surface de ses feuilles, etc., de ses mousses, Par contre, l'intérêt de l'étendue d'eau, c'est juste de servir de référence et de pouvoir comparer. À titre d'exemple, à Montpellier, on est passé de 1100 dans les années 50 à 1400. Ça, c'est le changement climatique. Alors sinon, je voulais vous demander un petit avis. Voilà. Le changement climatique,
plus de chaleur dans l'atmosphère et dans les océans, donc plus d'évaporation, donc il y a plus d'eau dans l'atmosphère, donc il pleut plus, puis beaucoup plus. Et puis c'est exponentiel, quoi. C'est-à-dire pour 1 degré, c'est des milliards de tonnes en plus dans l'atmosphère. Donc il va pleuvoir de plus en plus. Par contre, ça gonfle des anticyclones géants, et qui fait que comme la pluie, il faut qu'elle tombe par terre, enfin au bout de 10 jours, l'eau précipite dans des zones très fines et très très fortes. Ben, maintenant, les cénotes, c'est dans le Pas-de-Calais, quoi. Enfin, voilà, on a vu dans toute l'Europe d'ailleurs, hein. En Tchéquie, à Berlin, à Londres. Et alors, est-ce qu'il ne faudrait pas sans technique spéciale et grandes bassines, il ne faudrait pas s'accorder avec les pluies, puisque finalement les pluies, c'est ce qui rentre. Donc si on a besoin d'eau, il faut se brancher sur ce qui rentre directement et faire des collinaires. Et là, je pense à notre région, oui, qui est pleine de vallées, par aux Alpes, l'Asie centrale et tout ça, même dans des régions un peu plus plates, mais quand même un peu vallonnées, retenir l'eau avec des sols, non pas en béton, mais très perméables, pour la mettre à l'abri automatiquement quand elle tombe, parce qu'on ne sait pas quand elle tombe. Elle peut tomber maintenant en été dans des orages faramineux, et puis là ça fait le deuxième automne où on a pas une goutte, enfin je veux dire, par rapport l'Hérault, c'est très très faible. Bon, c'est tombé sur le Massif central. Et voilà, donc des collinaires, des toutes petites retenues de quelques hectares, coincées avec des vallées, un talus de terre, il n'y a pas besoin de béton, et le fond qui pénètre. Puis ici, ça peut pénétrer vite. Alors, c'est une bonne question. Sur les extrêmes climatiques, référence, oui, alors là, c'est très clairement documenté. Moi, le programme pour lequel j'ai travaillé, il avait carrément un axe eau et extrême hydroclimatique, et notamment les pluies diluviennes, etc. C'est vrai qu'on va aller vers ça. Et donc, du coup, se pose la question. J'étais il n'y a pas très longtemps à un séminaire où je co-participais à l'organiser et à le tenir sur l'évapotranspiration et l'évaporation en ville, et qui très vite allait sur la question de la gestion de l'eau pluviale. Il faut gérer l'eau pluviale autrement, parce que bon, en zone agricole, il y a des problèmes liés aux inondations, aux grosses crues, etc., mais en zone urbaine aussi, et notamment avec les rejets par des verseurs d'orage. C'est-à-dire que le pluvial va dans le réseau sature, paf, on envoie tout l'assainissement en fait par... plus ça évite les crues. Voilà, et donc du coup, tout de suite, tout le monde se dit qu'il faut qu'on trouve un moyen de récupérer cette eau. Il faut jouer sur les déverseurs d'orage, il faut jouer sur les réseaux, il faut jouer sur un truc, mais il faut faire ce truc-là. Si c'est vrai pour la ville, c'est vrai partout. Effectivement, récupérer les eaux de pluie. Maintenant, par quelle solution? Il y a la retenue collinaire, ça dépend complètement de l'endroit où vous êtes. Il y a des endroits où ça va être très pertinent, il y a des endroits où ça va pas être pertinent. Ça dépend du nombre d'ouvrages, encore une fois, effet des cumuls. Si jamais il y a trop de cumuls d'ouvrages sur une même vallée, ça peut avoir tendance en fait à drainer, enfin à assécher les parties qui ne sont pas au niveau de la réserve, et donc du coup de reconcentrer l'eau à chaque fois au niveau de la réserve. Donc il peut y avoir cet effet-là, il faut toujours le gérer, c'est vraiment un plan territorial, il ne faut jamais faire ça, il ne faut jamais se dire c'est la solution, etc. Je sais qu'en Adour-Garonne, il y a des scientifiques qui travaillent avec des gestionnaires pour trouver des moyens de gérer en hydromorphologie des systèmes de recharge de nappe. C'est-à-dire qu'on va renouer un petit peu, on va refaire des doues, on va refaire des méandres, on va refaire tout un tas de choses, on va sortir de ce qu'on a fait pendant l'époque qui était quand même, on fait une digue, on fait un truc, on fait un aplat, on fait un machin, etc. On sort de cette vision un peu géométrique de la gestion de l'eau pour refaire des méandres, refaire machin, et qui favoriserait l'infiltration et donc le stockage. Parce que de toute façon, encore une fois, ça tout le monde est d'accord, il n'y a rien de mieux que la nappe, hein. C'est vraiment le sous-sol, c'est ce qu'il y a de mieux pour préserver. Donc, d'abord le sous-sol, quand c'est pas possible, effectivement, des ouvrages de surface, essayer de les recouvrir le plus possible pour qu'elles subissent moins l'évapotranspiration. Il y a aussi beaucoup de travail qui a été fait sur la ripisylve. C'est-à-dire que si vous avez des petites retenues et que vous avez beaucoup de végétation autour, ça casse le vent. Donc du coup, ça réduit l'évaporation. Ça fait de l'ombrage. Donc, ça casse l'évaporation. Il y a tout un tas de trucs. Mais c'est le début. Vraiment, on s'aperçoit quand on fouille un petit peu dans cette documentation scientifique et qu'on va voir les spécialistes qu'on est typiquement dans la science en train de se faire. On n'est pas du tout à l'étape des consensus, on est tous d'accord pour dire que c'est tel ou tel ouvrage qui est bon, etc. Et du coup, le mieux, c'est quand même d'expérimenter à chaque fois en cogestion avec les scientifiques. Moi, je suis à fond là-dessus. Je vous dis, dès que vous voulez mettre en place des aménagements, vous contactez des scientifiques qui existent dans vos territoires. Là, on a un gros projet
avec des associations et avec l'agence de l'eau et avec l'OFB, de faire un guide des acteurs de territoire de l'eau avec des processus de transfert de connaissances. Pour dire, ok, sur mon territoire, je veux monter un processus de transfert de connaissances, je veux des scientifiques hydrologues qui viennent participer, je veux l'agence de l'eau, je veux des gens, etc. Comment je monte ça? Autour de quel projet? Ça, c'est vraiment, ça va être les outils. C'est les outils qui vont à la fois permettre d'aller le plus vite possible sur l'expérimentation, d'en tirer les meilleurs enseignements, tout en restant au plus proche des aspérités territoriales. C'est pas la même chose de faire un aménagement dans le marais Poitevin et de faire un aménagement en Pyrénées-Orientales. Voilà. Donc là, pour terminer, Paul. Donc merci d'abord pour cette magnifique conférence, parce que j'étais plutôt pro-bassine, et maintenant je suis quelqu'un dans le doute, mais c'est normal. C'est normal que c'était quand on vient à conférence. Je vais vous apporter un point qui est fondamentalement différent de ce qui a été dit aujourd'hui. Je suis scientifique, mais j'aime beaucoup l'histoire. Et tout d'un coup, comme vous avez parlé tout à l'heure, avec ces grands bassins, peu importe que ça produira des bassines, des barrages ou des choses comme ça, vous disiez première sécheresse, ça s'est bien passé. Deuxième sécheresse, ça s'est bien passé. Troisième, ça s'est bien passé. Jusqu'à la cinquième, et à la cinquième, ça s'est effondré. Et tout d'un coup, je pensais à la civilisation maya et au CNAF. Et tout d'un coup, ce sont d'immenses civilisations qui se sont cassées la figure pour des problèmes d'eau. Et si on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le sud de l'Espagne, c'est à peu près comparable à ce qui se passe en Californie, on s'aperçoit que quoi? Que finalement, notre technologie, qui est quand même une technologie qui est brillante, elle arrive à freiner la nature, mais elle ne l'arrête pas. Et l'exemple, je dirais, le plus typique de la lutte technologie d'un côté et nature de l'autre, c'est tout simplement les côtes. Les côtes sont en train de s'effondrer, et on a beau avoir du béton, on a beau être capable de transporter des gros blocs de pierre, et bien en Angleterre, en France, etc., c'est la catastrophe du côté des côtes. Donc nous n'arrivons pas réellement à lutter contre la nature. On peut freiner, on peut éviter une année de sécheresse, bien évidemment, on peut en éviter 2, mais s'il y a 10 années de sécheresse, ça va donner Fatehpur-Sikri en Inde, où tout d'un coup, la capitale de l'Inde, eh ben, elle s'est arrêtée, elle est morte aujourd'hui. Elle ne sert plus. On ne peut pas lutter contre le désert. L'Égypte ancienne n'a pas réussi à lutter contre ce qui s'est passé entre l'Ancien Empire et le Nouvel Empire. Tout d'un coup, il y a eu 300 ans ou 350 ans où les gens se sont entretués, tout simplement parce que le Nil ne débordait plus. Et la catastrophe est venue avec 2 ou 3 débordements, et ce chiffre que vous avez dit tout à l'heure, je ne connaissais pas du tout, de 5, on résiste 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et après on s'effondre complètement. Et je dirais pour terminer, on a quand même de la chance en France. Par exemple, tout à l'heure pour la vigne, avec l'arrosage de la vigne. Si on était en Espagne du Sud, on n'aurait pas de chance parce qu'il n'y a pas de vigne. Un petit peu au Maroc, un petit peu en Algérie, mais pas beaucoup dans les pays plus chauds. Nous, on a au moins la chance d'avoir tous les cépages d'Espagne du Sud qu'on pourrait mettre ici chez nous, qui eux marchent sans eau. Parce qu'actuellement, nos cépages à nous, il faut quand même le savoir, on les met en Beauce. La Beauce actuellement commence à produire du vin. L'Angleterre commence à produire du vin. En Belgique, on commence à faire du vin. Pourquoi? Parce que ce qui était limité au nord de la France avec du vin blanc, ben maintenant ça remonte petit à petit. Nous, je vous dis, on a de la chance. Il y a l'Espagne qui est là, qui a trinqué cette année, et on l'a vu tous, hein, parce que notre porte-monnaie aussi a trinqué. Tous les légumes et tous les fruits d'Espagne, il n'y en a pas eu. Ça doit être absolument catastrophique du côté de l'Andalousie. Voilà, ben, je vous remercie. Vraiment, c'était fabuleux. Et comment passer d'être franchement pour en arrivant quelque part, en étant beaucoup, beaucoup plus douteux en arrivant après, puis finalement, je reste peut-être pour. J'en sais rien, mais je vais réfléchir. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Le thème de l'Espagne, c'est quelque chose qui enfin le territoire de l'Espagne, il avait été suivi justement dans le rapport, je vous invite à lire, de l'agence Rhône-Méditerranée à une époque. Ils avaient prévu justement l'effet falaise en Espagne en disant ça commence à tirer sur la corde. Ils l'avaient prévu quelques années en avance en disant justement, mais c'est normal, dès qu'on construit un système, une civilisation, une société avec des canaux, avec un truc, etc., qui va être tellement dépendant de cet apport en eau, on crée un système au pied d'argile qui fait qu'on ne s'en aperçoit plus, mais dès qu'il n'y a plus l'eau, alors qu'on pourrait être plus résilient de d'autres manières, mais on a construit un autre système, il n'est pas résilient et il s'effondre. Et il peut s'effondrer effectivement d'un coup. Sur la question de la vigne, vous avez parfaitement raison, il y a un agroclimatologue
c'est Serge Zaka, je pense que vous l'avez déjà tous écouté, c'est celui avec le chapeau de cow-boy, etc., qui a très clairement dit, mais la vigne, elle peut remonter, en fait. Et la vigne remonte déjà. La vigne remonte déjà, mais c'est pas grave, il y a des choses qui poussaient plus au sud en Europe, dans les systèmes tropicaux, qu'on va faire remonter. Tout ce qu'il faut, c'est anticiper et essayer de gérer du mieux possible ces transitions, et pas essayer de toujours remettre de l'eau, remettre de l'eau, remettre de l'eau pour faire vivre une vigne qui a besoin de plus d'eau. En fait, si elle a besoin de plus d'eau, il faut qu'elle remonte. Et mettons des plants qui ont besoin de moins d'eau. Il y en a. Voilà, donc je suis assez d'accord avec ce que On va peut-être terminer